Ericsson, Nokia, Vodafone, trois grands acteurs des télécoms en Europe ont signé ensemble une lettre publiée dans Politico Europe pour des mesures urgentes sur la compétitivité. Leurs demandes d'action sont conformes, nous disent-ils, aux ambitions de la loi européenne sur les réseaux numériques que l'on attend, le Digital Networks Act. Alors que propose justement ce règlement sur lequel doit se positionner la Commission européenne? Quelle est l'urgence pour le secteur des télécommunications en Europe? Faut-il par exemple faire payer les big tech pour financer la montée en débit sur les réseaux? Ça va faire partie des questions que je poserai à Victor Ardisson. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur des relations gouvernementales, industrielles et de l'innovation de la stratégie pour Ericsson France. Ericsson, juste un mot, principal équipementier aujourd'hui et fournisseur d'infrastructures en Europe, principal équipementier sur les déploiements 4G et 5G en France, donc partenaire des grands acteurs de ce marché. Et Arnaud Pons est à côté de vous, directeur général du Think et d'Outank Digital New Deal. Vous enseignez également à Sciences Po, à l'école du management et de l'innovation, sur les enjeux de souveraineté numérique qui sont liés à cette centralisation des pouvoir politique et économique des big tech. Vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, des livres blancs pour le gouvernement. On peut citer Claude de Confiance, par exemple, pour Bercy. Alors, ma première question, c'est que contient à ce stade, puisque pour l'instant on est au stade du livre blanc, si j'ai bien suivi, le Digital Network Act dans cette version qui avait été présentée par Thierry Breton à l'occasion du Mobile World Congress l'année dernière, au printemps dernier, pardon. Mon autre question est un peu liée. Est-ce que le départ de Thierry Breton de la Commission européenne est la raison pour laquelle vous avez signé cette lettre ouverte ? Alors, bonjour, merci. Donc, dans l'ordre que contient ce livre blanc, je pense qu'il contient d'abord un constat. Et le constat, il y a un minimum 3 volets. D'abord, un premier constat qui est que le déploiement des réseaux, en particulier mobiles en Europe, est en retard par rapport à d'autres pays, par rapport à d'autres zones géographiques, en Amérique du Nord ou en Asie. Okay. Un deuxième constat qui est que les opérateurs européens en général ne gagnent pas assez d'argent, c'est-à-dire que leur coût du capital est supérieur à leur retour sur investissement, donc ils sont dans une situation compliquée pour pérenniser leur activité, pour investir. Et le troisième constat est un peu plus général, c'est-à-dire qu'en Amérique du Nord en particulier, l'industrie de la tech, les géants de la tech se sont beaucoup plus développés qu'en Europe, où finalement on reste encore pour les principales capitalisations sur la deuxième révolution industrielle et pas sur la dernière. Donc ça, c'est un petit peu le constat. Et après, le rapport dresse un certain nombre de remèdes qui vont effectivement chercher à accroître la qualité de la couverture, harmoniser un petit peu la réglementation pour créer un peu des économies d'échelle pour les acteurs, pour les opérateurs. Et puis votre troisième question, est-ce que le départ de Thierry Breton va changer quelque chose ? On espère que non, mais effectivement, on veut aussi être présent pour que ça reste au cœur des enjeux. Et d'ailleurs, on a retrouvé Qui est-ce qui récupère d'ailleurs aujourd'hui ce dossier à la Commission européenne ? Alors, on peut imaginer, même si effectivement il y a encore des auditions, peut-être que les attributions des différentes directions générales ne sont pas totalement calées, mais on peut imaginer que c'est le commissaire finlandais effectivement qui va être en charge du numérique qui pourrait récupérer une grande partie. Donc la et après, commissaire, la commissaire, effectivement, en l'occurrence, et Stéphane Séjourné pourrait aussi avoir son mot à dire sur la compétitivité. Donc je pense que ces deux commissaires-là sont clairement importants sur ce sujet. Et on se fait entendre justement pour que ce sujet-là demeure et soit encore plus en haut de la pile. Soit pas oublié, eh oui. Arnaud Pons, sur la question du déséquilibre aujourd'hui des forces entre les big tech et nos grands acteurs européens, on a quand même l'impression que dans le secteur des télécoms, c'est solide en Europe. Oui, c'est un secteur très solide, mais on a quand même face au plus grand monopole de l'histoire. C'est-à-dire que l'asymétrie est grandissante parce que les big tech sont sur toute la chaîne de la valeur. En fait, c'est le problème, c'est que quand vous me posez la question du départ de Thierry Breton, c'est quand même une question parce qu'il avait une vision d'ensemble sur la question des monopoles de ces big tech. Et donc, il y a toute la régulation du mandat précédent est à voir d'un bloc quelque part. Donc le DSA, le DMA, le DGA, le DA, les Acts, je ne vais pas faire la liste. Et ce dont on parle de DNA, il est
en complément et il est dans ce dispositif-là. Donc si on l'isole seul et qu'on se pose toutes les questions qu'on commence déjà à se poser autour de la table, cette régulation potentielle ne pourra pas répondre à tous ces enjeux-là. L'asymétrie qu'il existe entre les opérateurs... En un seul mot, hein, l'asymétrie, j'imagine. Oui, l'asymétrie en un seul mot. Eh oui, malheureusement. Parce qu'il y a un problème... Déjà, la question sur laquelle on est confronté, c'est qu'il y a un enjeu majeur sur lequel qui est intangible, qui est la neutralité d'Internet. Et en même temps, on voit bien que c'est une neutralité un peu à sens unique. C'est-à-dire qu'elle est portée par les opérateurs télécoms, qui en portent vraiment la responsabilité juridique et financière dans les coûts de développement, alors que derrière, on voit bien que les acteurs qui sont derrière les principaux fournisseurs de contenu, eux sont surtout la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'ils sont jusqu'au terminal et donc ils ont une co-responsabilité dans ces contenus. Donc c'est une vraie question. Alors on va peut-être réexpliquer de quoi on parle quand on parle de neutralité du net. Oui. Parce que là, justement, on en vient à cette question. Faut-il faire payer les big tech pour les débits en fait qu'elles exigent et donc l'accroissement des infrastructures et les financements nécessaires? Faut-il qu'ils participent davantage au financement de ces grandes autoroutes ou pas? Ça c'est un premier point. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer au bout de la chaîne? Est-ce que ça veut dire qu'on va voir apparaître finalement des offres différenciées chez les utilisateurs? Donc quand ils voudront consulter des vidéos YouTube à très haut débit par exemple, peut-être qu'ils devront payer un abonnement plus onéreux, qu'on n'aura pas tous finalement accès au même contenu, au même Internet. C'est là où on remettrait en cause la neutralité du net. Alors, on va d'abord adresser la première question. Faut-il faire payer les big tech, selon vous, aujourd'hui, pour les réseaux de demain en Europe? Alors, c'est vrai que même si, quand je dis faut-il faire payer, ils participent déjà. Hein. Ils participent déjà. Le financement des réseaux, c'est un point important. Je pense que honnêtement, pour moi, je pense que le point essentiel, c'est effectivement la capacité pour les opérateurs de monétiser leurs services et de monétiser leur réseau. Effectivement, monétiser leurs services, ça passe par exemple, des offres de slicing, donc de différenciation. Et c'est vrai qu'un vrai sujet, c'est d'arriver à être compatible avec la neutralité du net et de proposer des offres différenciées en plus qui vont au-delà. L'ARCEP, le régulateur, en tout cas, il demande les deux, à la fois le respect de la neutralité du net et il a mis dans la feuille de route des opérateurs de déployer du slicing. Donc, on pense clairement qu'il y a un chemin là-dessus. Et l'autre tendance assez forte maintenant, c'est l'exposition du réseau vers l'extérieur, c'est-à-dire d'ouvrir des interfaces pour que les opérateurs puissent commencer à monétiser finalement un certain nombre de caractéristiques et d'actifs du réseau, que ce soit par exemple pour la sécurisation des transactions bancaires, où on peut par exemple informer de la localisation d'un utilisateur pour s'assurer que la transaction est bien légale et pas frauduleuse, etc. Donc nous, on croit beaucoup effectivement à la capacité pour les opérateurs de monétiser leurs services et finalement leur réseau. Et ce slicing, il est possible depuis la 5G ? Ce slicing, théoriquement, il était possible avant, mais c'est effectivement avec la 5G qu'il s'industrialise et qu'il devient beaucoup plus facile. Ouais. Donc effectivement, il va être encore plus facile avec le déploiement de la 5G standalone, qui va arriver dans les mois et les années qui viennent. Donc on pense réellement que ça peut être un élément de différenciation. Donc pour nous, voilà, c'est plus important qu'ils arrivent à monétiser. Après, effectivement, il y a aussi un débat sur le financement des réseaux. Mais l'important pour nous, c'est quand même qu'ils arrivent à créer de la valeur, à créer des revenus, à se mettre dans une démarche positive de génération de valeur. Et donc, comment est-ce qu'on peut respecter cet équilibre entre la nécessité que l'ensemble des citoyens européens aient accès à Internet, c'est-à-dire sans différenciation, et en même temps permettre de générer des nouveaux revenus aux opérateurs via une offre de services différenciés? C'est possible, ça? On peut marier les deux? Je pense que le fantasme de la taxe Netflix, il faut l'oublier. Même les Américains sont revenus en arrière. Il n'y a qu'en Corée que ça existe. Je pense que l'intentionnalité est la bonne. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on arrive à faire participer au Big Tech au financement des infrastructures? C'est la question clé, parce qu'il nous manque 200 milliards d'euros par an pour avoir des infrastructures au niveau des Américains et des Chinois. Donc il faut adresser ce problème. Taxer les big tech, oui. Le taxer par ce chemin-là, je n'y crois pas trop, parce que ça attaque la neutralité, c'est un principe intangible. Si on commence à mettre le doigt dedans, ça va être très compliqué derrière. Donc comment est-ce qu'on les taxe? On les taxe d'abord en
en les faisant payer ce qu'ils doivent payer, déjà. C'est-à-dire qu'il y a des abus de droit sur la fiscalité, déjà qui payent ça financerait les infrastructures. Appliquer le DSA, le DMA, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont prévues pour le faire. Et à la limite, si on devait créer une nouvelle taxe, moi je préférais qu'on fasse une taxe carbone, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on l'a fait on a tenté dans d'autres sujets, ça n'a pas réussi, mais là, ça s'y prête assez bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une surconsommation de ces grands acteurs. Alors on parle de qui ? On parle de Netflix, YouTube, qui représente un tiers de la bande passante mondiale. Donc aujourd'hui, il y a des principes assez simples de compression, ça s'appelle codec, de ces contenus vidéo. Si on les poussait à utiliser ces principes de compression, on diminuerait de moitié leur part. Donc vous voyez un peu l'impact que ça a sur l'environnement. Donc si on faisait une taxe carbone en disant voilà... Les inciter en fait à faire un effort sur la compression. Ça reviendrait à les faire participer à l'effort des infrastructures, leur financement, ça aura un impact environnemental important et on ne viendrait pas attaquer le principe de neutralité. Enfin moi c'est plutôt dans ce genre de d'axe-là que je m'aurais réfléchi. Qu'est-ce qu'on trouve là-dessus dans le texte aujourd'hui tel qu'il est sur le Digital Networks Act ? Est-ce qu'il y a cette notion de faire payer, de taxer les big tech ? De toute façon, c'est un sujet qui est en débat. Hein. Effectivement, c'est un sujet qui est en débat, qui est mentionné. Comme vous le dites, hein, c'est vrai qu'il y a... Il y a un débat parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une bonne et une mauvaise idée, et il y a des gens qui pensent que c'est une bonne idée, mais assez irréaliste aussi. Donc effectivement, Donc pour l'instant, on en est au stade de plusieurs pistes envisagées. Oui. D'accord. Et sur l'urgence, parce que là, quand vous publiez cette lettre, vous nous dites, il y a urgence. Il y a urgence pourquoi ? Il y a urgence je dirais, pour plusieurs raisons. Parce que quand on regarde les ARPU, on se dit, bon, ben ça va, enfin, les revenus par abonné, pour l'instant, les opérateurs sont quand même pas à la rue. Alors certes, les revenus sont moins importants que peut-être sous d'autres contrées, mais ils sont quand même positifs. Effectivement, enfin, le jour où on a des chiffres d'affaires négatifs, là, ça devient très dur. Mais effectivement, les revenus sont positifs. Néanmoins, c'est vrai que c'est un peu en trompe-l'œil parce qu'ils ont un retour, et c'est assez marrant, ça sort de manière vraiment systématique dans plusieurs rapports d'analystes financiers. Le retour sur leur investissement est inférieur au coût de leur capital. Oui. Donc finalement, ça a tendance à faire fuir les investisseurs. Ça réduit sur la durée leur capacité à investir. Ça réduit la confiance que les uns et les autres, les investisseurs, peuvent avoir dans leur capacité à être rentables. Ça réduit un petit peu mécaniquement leur capacité à déployer des réseaux, d'autant plus que si en plus ils ont du mal à vraiment monétiser ce qu'ils déploient, derrière, on est dans une spirale un petit peu négative où le déploiement des réseaux en Europe prend du retard par rapport à l'Amérique du Nord, par rapport à certains pays d'Asie. Du coup, la capacité des réseaux qu'ils peuvent avoir pour la transformation numérique, pour gagner en compétitivité, pour déployer la 5G industrielle, voire le numérique pour être un outil de transformation environnementale, parce que certes, il y a des travers, mais il y a aussi un formidable potentiel du numérique pour accompagner cette transformation. Et ben, du coup, on prend du retard par rapport à d'autres continents. Ça, c'est donc vraiment sur le court terme maintenant, où il faudrait effectivement avoir une impulsion, changer de braquet, changer pour avoir cet outil de compétitivité plutôt que quelque chose d'un peu plus mou. Et puis les deux conséquences à moyen et à long terme, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'aux États-Unis, l'écosystème de la tech, il s'est aussi développé sur des infrastructures viables. Enfin, je veux dire, pour inventer, je ne sais pas si la métaphore est la bonne, mais pour inventer la meilleure voiture, il faut quand même avoir des bonnes routes. Donc, pour inventer les meilleures solutions tech, autant avoir des bons réseaux. Et après, on est aujourd'hui, même si ça peut paraître un peu contre-intuitif, on est aujourd'hui dans la préparation de la 6G qui se prépare 10 ans avant. C'est un enjeu de souveraineté majeur pour l'Europe par rapport aux autres continents. Et si on n'est pas dans une dynamique positive sur la 5G, c'est difficile de se projeter sur la 6G. Donc on a des problèmes court terme et long terme. Quelle est la mesure phare de compétitivité que vous attendez aujourd'hui ? Alors effectivement, il y a des mesures un peu de patch de court terme qui sont d'accompagner le déploiement de la couverture et d'améliorer le niveau de connectivité. Ça peut être par différentes formes d'accompagnement public, soit des aides au déploiement, soit des montages comme ce qui a été fait en France avec le New Deal mobile, où quelque part c'est un accord extension de licence contre engagement de déploiement. Donc, où finalement on arrête, et c'est aussi un des éléments qui était ressorti dans ce livre blanc,
on arrête de voir les enchères uniquement comme un moyen de récupérer des fonds, mais plutôt comme un co-investissement dans les infrastructures. Donc ça, je pense que ce changement de perception, la couverture numérique, les engagements des opérateurs, c'est bénéfique pour tous. Ça, c'est une première chose de court terme. Et après, sur le moyen et le long terme, c'est d'avoir un cadre réglementaire plus harmonisé pour permettre aux opérateurs d'avoir quelques économies d'échelle et d'être dans une dynamique plus positive. Et donc on a un enjeu de souveraineté aujourd'hui vraiment sur cette question des infrastructures? Ah oui, c'est un enjeu de souveraineté. On parle de choses concrètement. On voit bien, il y a une partie de ces infrastructures, je pense aux câbles sous-marins, qui sont aujourd'hui détenus par ces big tech. Et d'ailleurs, à la réponse que vous avez formulée sur la compétitivité, on arrive assez rapidement sur l'intervention de l'État, parce qu'en fait, on parle de quoi? On parle d'infrastructures d'intérêt général. Et donc, se pose la question de l'intervention et du financement du secteur public, parce que on est sur des infrastructures, on parle d'urbanisation du numérique. C'est-à-dire que si on n'arrive pas, vous preniez la métaphore de la route, et c'est vrai que ça s'y prête assez bien, mais n'importe quelle infrastructure, les égouts, l'électricité, il y a bien des infrastructures qui sont mises en place par l'État pour que par-dessus puissent se créer des services et une économie. Donc aujourd'hui, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire que sur ces infrastructures numériques, parce qu'elles sont immatérielles, on a du mal à se positionner de manière claire. Est-ce que ça doit être financé totalement par l'État? Je sais que l'État y prend sa part, je pense à la Banque des Territoires, etc. Sur le plan France très haut débit, par exactement, exemple, mais est-ce qu'on doit aller plus loin? D'ailleurs, c'est le sujet d'un rapport qu'on vient de publier. C'est une vraie question. Et entre les acteurs privés qui voudraient prendre la main sur les infrastructures et l'Europe qui a plutôt une approche plus intérêt général, ça pose la question du coup le rapport Draghi peut nous inviter à ça, à faire des investissements européens plus importants. Merci beaucoup Arnaud Ponce, Digital New Deal, et Victor Arvidsson, j'ai mal prononcé votre nom, pardon, en introduction, pour Ericsson France. Merci à tous les deux pour vos éclairages. Tout de suite, on va s'intéresser à nos données personnelles face aux grands modèles de langage d'intelligence artificielle.